Bonsoir et bonjour à toi. Donc, bienvenue pour ce rendez-vous Enea Orenda, complet et subtil pour le rendez-vous numéro 8. Ça y est, on touche bientôt à la fin et là, tu vas voir, il va y avoir plein de petites explications depuis différents points de vue pour que tu puisses encore une fois aller encore plus loin dans la compréhension de ton mécanisme de réaction compulsif et ta façon de voir le monde depuis que tu es petite. Et voilà, donc on va cheminer avec encore une fois cette étoile à 9 branches. Et cette étoile à 9 branches, elle nous raconte plein de choses, plein d'histoires. Donc là, dans les images qui vont suivre, on va pouvoir voir différentes connexions qui existent. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de pouvoir lire ton chemin à toi, ton chemin personnel. Si toutefois aujourd'hui tu ne sais pas ou tu n'es pas sûr de quel archétype tu es originaire, ben, il n'y a pas de souci avec ça, hein, t'inquiète pas. Déjà, d'une part, on va pouvoir le rencontrer ensemble en rendez-vous individuel. Et en plus, eh bien, c'est tout un chemin, c'est le chemin d'une vie. Et c'est pour ça aussi que je suis là, pour t'accompagner là-dessus, pour aller peut-être un peu plus en profondeur. Mais voilà, petit pas, on a le temps et tu verras qu'avec le temps aussi, il y a des choses qui vont émerger d'elles-mêmes. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est de la compréhension, peut-être mentale, qui est aussi de l'ordre de la sensation du corps et des émotions, quand tu vois tout ce qu'on étudie ensemble. Et puis, à un moment, tout ça, ça va se poser. C'est comme quand on a un verre avec, par exemple, l'argile au fond. Quand on mélange, eh ben, c'est tout flou. Puis après, ça se décante, hein, ça se dépose. Et puis après, ça devient limpide et beaucoup plus clair. Donc voilà ce que c'est aussi que l'apprentissage de cet exercice-là en particulier. Et quand on rencontre une approche, eh bien souvent, ça fait un peu ça. Mais aucun souci, petit pas, la lumière est là déjà. Donc cette étoile à 9 branches, hein, avec toutes ces énergies et tous ces points d'entrée. Donc le perfectionniste en archétype 1, l'altruiste en 2, le battant en 3, le romantique en 4, l'observateur en 5, le loyal en 6, l'épicurien en 7, le protecteur en 8 et le médiateur en 9. Et te dire aussi que effectivement, si peut-être tu te reconnais dans le perfectionniste, ça ne veut pas dire que si tu es perfectionniste ou si en tout cas tu as incarné cet archétype-là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas aussi tous les autres, hein, évidemment. Et ça, je pense que tu l'as bien saisi depuis qu'on chemine ensemble. Donc, un petit exercice que je te propose de faire chez toi à tout moment, eh bien, c'est de faire cet exercice corporel. Cet exercice corporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, là, on est vraiment dans une étude plutôt mentale avec des exercices à écrire, tout ça. Et là, je t'invite à ressentir. Ressentir dans l'espace, dans la pièce où tu es, ressentir ce que ça te fait avec chaque archétype. Alors, comment se passe l'exercice? Eh bien, je vais t'inviter à dessiner sur le sol. Alors, si tu peux, moi, c'est ce que je fais quand on est en atelier ensemble. Je prends une craie, je dessine sur le sol le cercle et la figure géométrique. Et puis, j'invite chaque protagoniste à se positionner sur chaque numéro, chaque archétype. Et puis, juste quelques instants ou plusieurs minutes selon ton besoin personnel, je t'invite à respirer dans cet archétype et à sentir en toi ce qui se passe. Et puis, tu te déplaces d'un archétype à un autre. Comme ça te permet vraiment de par tes sens, ressentir. Hein, parce que ressentir, ça fait partie des sens. Donc, comment tu respires? Peut-être qu'est-ce que tu vois? Si tu fermes les yeux, qu'est-ce qu'il y a comme image qui peut venir? Voilà. Et puis écoute tout ce qui se passe dans tout ton corps.
Donc, voilà l'exercice que je te propose. Et si tu n'as pas la possibilité de mettre à la craie sur le sol, eh bien, va dehors ou alors fais-le sur juste une feuille. Voilà, tu fais juste sur une grande feuille où tu colles des feuilles et tu fais voilà, un espèce je sais pas moi, 4 à 4 au moins pour que tu puisses avoir de l'espace pour déambuler aussi dans ta pièce. Mais voilà, je t'invite vraiment à faire cet exercice parce que mobiliser ton corps, ça vient mobiliser d'autres points, d'autres langages internes et externes par rapport à ta réaction et ta vie dans ce monde. Donc, autre habitat, voilà, c'est notre corps. Et donc, habite l'habitat comme un habitant. Ça, tu sais bien, c'est mes jeux de mots, j'aime beaucoup ça. Et donc, ici, dans cet exercice, l'invisible vient nous permettre de rencontrer des blocages. Je ne sais pas si tu connais la kinésiologie, mais voilà, on vient déverrouiller des endroits du corps pour laisser justement l'expression corporelle s'exprimer à 100%. Et puis voilà, on rencontre aussi dans cet espace, qui est aussi un espace de vie, un espace presque théâtral, eh bien, on va rencontrer ce qu'on peut appeler, en tout cas dans les accompagnements que je propose, les constellations familiales. Et donc, où est-ce que je me positionne dans l'espace et comment ça va réagir physiquement autour de moi. Et puis voilà, laisse parler ton corps, expérimente, écoute, regarde et joue avec les sens. Donc voilà, là, j'ai écrit un petit peu le déroulé, dessiner l'étoile, faire clairement ta demande à l'univers, quel archétype j'incarne et tout ça. Puis tu verbalises à haute voix, comme si tu parlais vraiment à l'univers et voilà, ressens vraiment ce qui se passe. Et puis voilà, va te positionner à chaque archétype. Et puis, sens où est ta maison. Tu sais, quand on disait, voilà, le bord du nid, les ailes, comment ça réagit en toi. Et puis, cette figure présentait le sens des flèches en désintégration. Ou en tout cas, c'est la proposition qui est proposée de base pour étudier comment on vient cheminer. Donc, a priori, on réagirait de cette manière-là. Mais encore une fois, avec Orenda, on va un peu plus loin. C'est pas parce que c'est proposé comme ça que c'est imposé. C'est bien une proposition. Mais a priori, imaginons si je prends l'archétype 5, eh bien, a priori, son sens de désintégration, c'est d'aller vers le 7. C'est difficile pour lui d'aller vers le 7. Donc le 7, je vous rappelle, l'épicurien, le joyeux, le festif. Et l'épicurien, eh bien, c'est difficile d'aller vers le 1 parce que l'épicurien qui est dans le plaisir et la joie à tout moment et qui ne veut pas regarder la souffrance, peut-être aura du mal à aller vers l'énergie du 1 qui va lui donner une sensation de désintégration car il sera dans une idée perfectionniste de ce qui doit être fait. Et donc, dans la perfection, il y a aussi ne pas goûter toujours au plaisir. Et je vous rappelle que l'archétype 7, c'est vraiment ce qu'il désire. Donc, il va devoir laisser un peu de plaisir pour être dans quelque chose d'un peu plus parfait. Et là, c'est ma lecture à moi, c'est la lecture Orenda. Moi, je dirais même que pour aller plus loin, c'est cet archétype 7, il va aller chercher l'énergie du 1 pour aller chercher l'énergie du 4. On en a déjà parlé les dernières fois. Mais par exemple, le 7, ça va lui faire du bien d'être un peu perfectionniste. Mais c'est difficile pour lui de l'être. Par contre, c'est plus facile pour lui d'être perfectionniste si cela l'emmène à l'énergie du 4 qui va l'amener vers la beauté. Parce que c'est important pour l'archétype 4 d'être dans une énergie de beauté et d'harmonie. D'accord ? Et allez, je vais aller un peu plus loin. Et pour l'archétype 4, qui s'identifie, je vous le rappelle, à ses émotions, à l'arc-en-ciel d'émotions qu'il peut ressentir dans une journée, ce qu'il peut être quand même bien pour lui, même si c'est difficile, puisque c'est les flèches de désintégration. Si c'est difficile pour lui d'aller vers l'archétype 2, eh bien, il y a quelque chose quand même qui va le nourrir. Et à chaque fois, on va reconnaître ces énergies yin et ces énergies yang. Donc là, je vous parle des énergies qui vont accompagner pour nous aider.
C'est de la désintégration, c'est le nom qui lui est donné, mais en même temps, si on prend l'énergie du bon côté, elle va nous pousser vers le meilleur de nous-mêmes. Et par exemple, je vais le faire avec l'archétype 2. L'archétype 2, il va se désintégrer dans le 8. Oui, si l'archétype 2 se colle à la peau d'être dans son énergie orgueilleuse et qu'il va vers l'énergie du 8, l'énergie du protecteur et du chef, eh bien en fait, l'orgueil et le chef vont être encore plus forts et donc moins agréables pour lui-même et pour les gens autour. Donc là, on voit le côté un peu plus, du coup, dans l'action, puisque c'est l'action d'être dans l'orgueil et d'être dans le chef, donc dans l'énergie yang. Par contre, si on revient à l'énergie yin, donc le 2, il est plein d'amour, et si le 8, il accueille ses faiblesses, et bien alors là, on va rencontrer un archétype qui va être à la fois dans l'amour et dans l'accueil de la faiblesse de lui-même et des autres. Vous voyez à quel point la lecture peut être complètement différente, effectivement, selon nos réactions compulsives, selon nos réactions choisies. Et donc, voilà le choix où il se situe. Et donc, si le chef qui accueille ses faiblesses va, du coup, être moins dans je fonce, go, go, go. Vous vous souvenez, je vous disais ça, go, go, go. Si le chef, il est un peu moins dans cette énergie-là et qu'il incarne un peu plus justement l'énergie du protecteur, eh bien, il va se retrouver ici dans l'énergie de l'archétype 5. L'archétype 5 qui est donc plus observateur. Ce qui veut dire que si le 8 ici est plus observateur, il va pouvoir acquérir des qualités. Mais jusqu'à aujourd'hui, s'il est dans son archétype et qu'il est frontal avec lui-même, eh ben, il ne va pas pouvoir le faire. Et donc, l'énergie du 5 va, entre guillemets, le désintégrer. Vous voyez? Et puis, vous voyez bien, ça continue la flèche. Le 5 va vers le 7, le 1, etc., etc. Et quand on fait ce chemin, vous voyez, avec les flèches, ben, on se rend bien compte que le triangle au milieu, on n'y accède pas. Et évidemment, on n'y accède pas de cette manière. On y accède peut-être avec les ailes, voyez, ou on y accède avec les autres flèches que l'on ne voit pas encore dessinées. D'accord? Tout ça, c'est l'exercice subtil de l'énéagramme parce que c'est un petit peu en lien aussi avec l'alchimie. L'alchimie, c'est aussi ésotérique. Ésotérique, c'est on ne montre pas tout. C'est-à-dire il y a des choses à aller chercher, comme le chemin du développement de soi et de l'unité, de l'accueil de cette unité est un chemin, est un travail. Et donc ce travail, eh bien, il faut le chercher. Voilà pour cette petite explication et cette proposition d'exercice corporel. Et tout de suite, on va voir quelque chose d'un peu plus mathématique, mais comme il faut ou il faut pas, ça c'est une question, vous savez, d'archétype numéro 1. Mais c'est intéressant en tout cas pour moi de pouvoir vous proposer des lectures qui vont être différentes pour que chaque archétype, chaque individu, dans sa différence, puisse comprendre effectivement cet atelier. Donc voilà des choses un peu plus symboliques pour que voilà, vous cheminiez à votre mesure. Donc on voit ici évidemment la décomposition de l'étoile à 9 branches, ou en tout cas de cette étoile de l'énéagramme. Et ici, les variantes de chaque énéatype. Donc, ici, il est écrit les 2 variantes. Hein, et encore une fois, je reviens là-dessus, ce n'est pas que cela. Mais en tout cas, c'est une proposition de base de compréhension. Un énéatype est défini par un centre. Vous savez, le royaume préféré, un numéro, un archétype. Préféré, pourquoi? Parce que c'est celui qui a toujours fonctionné depuis qu'il est petit et donc qu'il continue d'utiliser. Parce que pour lui, c'est sa croyance que c'est comme ça que ça va fonctionner et qu'il a tissé ce chemin aujourd'hui.
en tout cas maintenant que vous en ayez conscience, vous allez pouvoir l'observer d'un autre regard, ce royaume préféré. Et donc, voilà, on imagine ce royaume préféré. Je prends le 9 parce qu'il est en haut, c'est un peu plus visuel. Donc, le 9, OK. Il reste 2 possibilités pour les autres centres. Vous êtes d'accord? Le 9, c'est intéressant s'il va aller rencontrer son centre de support et son centre réprimé. Donc, un énéatype est aussi en lien avec 2 variantes, évidemment, selon sa hiérarchie des centres. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé de l'énergie que l'on mettait en avant plus qu'une autre, comme je vous l'ai proposé dans l'exercice. Eh bien, ici, on va pouvoir rencontrer les 2 variantes que j'ai choisi de nommer A et U. A pour alpha, U pour mu. OK ? Donc là, vous allez voir un tableau ensuite qui est un peu schématique, mais qui va vous permettre, pour certains, de comprendre mieux. Donc les 2 variantes de chaque énéatype. Voilà ce qui est proposé sur cette fiche. Donc réprimer, c'est égal contenir, retenir, arrêter et étouffer. Rappelez-vous quand je vous disais, quand vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Ou au contraire, qu'est-ce que vous arrivez à faire? C'est-à-dire qu'un archétype, je ne sais pas, on imagine un archétype mental. Je vais prendre le numéro 7, par exemple. Eh bien, le numéro 7, il sera peut-être en capacité à dialoguer philosophie. Donc, philosophie, c'est tout et son contraire. Il sera capable d'argumenter tout et son contraire jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, par exemple. Alors qu'un archétype, je vais prendre un archétype instinctif, par exemple, l'archétype 1, ça ne va pas du tout être possible. OK ? Alors ça, c'est encore une fois une proposition, mais a priori, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, dans l'exercice que je vous proposais, je vous demandais qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire jusqu'à pas d'heure. Et là, comme ça vous permettait de voir dans quel ordre vous pouvez nommer l'énergie mentale, l'énergie corporelle et l'énergie du cœur. Comment vous vous situez par rapport à ça? Donc, j'espère que l'exercice vous a permis de pouvoir comprendre, entendre et sentir ce qui vit comme ça en vous. Et donc, sur cette fiche, c'est ce qui est expliqué. C'est-à-dire que, par exemple, l'énéatype 1A réprime le centre mental, ce que je viens de vous dire. Et donc, l'énéatype 1U, il réprime le centre émotionnel. Donc, ça veut dire que ces 2 personnalités qui, à la base, ont le royaume instinctif du perfectionniste, vont réagir de manière différente. C'est ce qui fait que l'énéagramme est complexe, évidemment. Évidemment, tout n'est pas si lissé, d'accord? On est plein d'arc-en-ciel et de nuances. Donc voilà, à toi de savoir si tu es archétype 1, est-ce que tu es un archétype A ou U? Est-ce que voilà, tu réprimes plutôt le mental ou plutôt l'émotionnel? Sachant que si tu es 1, en avant, c'est l'instinctif qui réagit en toi. Ça va pour toi? Donc ça va pour chaque type. OK? Et donc, les variantes d'un même énéatype partagent bien évidemment les caractéristiques de cet énéatype. Vous vous souvenez? Le centre préféré, la direction d'utilisation, la compulsion, la passion, la fixation, le mécanisme de défense, les vertus et les idées supérieures. Et donc, chacun vit avec ses propres nuances, chacun fait de son mieux. Donc, tous les petits points que je viens de vous citer, ce sont tous les petits points que nous avons abordés lors des ateliers précédents. Donc, voilà pour cette fiche. J'espère que vous avez eu le temps de regarder. J'ai juste une dernière particularité à vous donner par rapport à cette fiche.
vous pouvez la constater de toute façon visuellement. C'est-à-dire qu'à chacun, on va retrouver 2 points, ok, mais qu'on va retrouver 3 points chez les archétypes 3, 6 et 9. Et vous vous souvenez pourquoi? C'est parce qu'ils font partie de ce triangle central, d'accord? Ils sont tout le temps dans une forme de co-répression, ok? Pourquoi, encore une fois? Parce qu'ils font partie des centres de leur royaume. Je vous rappelle, le 3 est au milieu du royaume émotionnel. De chaque côté, il est émotionnel. Le 6, il fait partie du milieu du royaume mental. De chaque côté, ce sont des archétypes mentaux. Et l'archétype numéro 9 est donc bien au milieu du royaume instinctif, avec de chaque côté des énergies instinctives. Voilà pourquoi ils sont composés de cette manière. Donc, si évidemment tu te reconnais dans l'un de ces archétypes, on en parle en rendez-vous individuel si tu as plus de questions. Parce qu'il y a une autre proposition ici en visuel. Donc, c'est la même chose que ce que je viens de te dire, mais c'est juste présenté d'une manière différente qui est un peu plus graphique pour que chacun, encore une fois, d'entre vous puisse reconnaître et comprendre le mieux possible. Donc, c'est 18 variantes de l'énéagramme avec ces formes d'intégration et de désintégration que ici, on appelle externes. Donc, à chaque fois, vous retrouvez pour chaque archétype, donc là, on est dans l'énergie alpha, le A, on va retrouver, donc je vous le montre ici, hein, l'alpha, vous voyez, c'est celui où il y a A, 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 A et A. Okay, c'est pareil, c'est la même chose. Donc là, j'ai juste réuni tous ceux qui sont alpha. Donc, en détail, il y a aussi des IMEI. Donc, I, ça veut dire centre instinctif. Donc, ça veut dire que cet archétype-là, il peut avoir un centre instinctif en priorité. En second, il aura le centre émotionnel et en troisième, il aura le centre mental. Ça dit la même chose. Et juste ici, on voit le petit i. Le petit i, c'est utilisation intérieure du centre préféré. Et on va le voir avec l'altruiste, le petit e, c'est l'utilisation extérieure du centre préféré. Et puis IE, comme on le retrouve avec l'archétype 3, c'est recherche d'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Vous vous souvenez? C'est tout simple. C'est tout simple parce qu'on reconnaît les archétypes qui sont tournés vers l'extérieur, les archétypes qui sont tournés vers l'intérieur et les archétypes qui sont tendus entre les deux. Et ça, on en a déjà parlé les dernières fois. Donc, si ça ne vous dit rien, il me semble qu'il faut regarder au moins les 3 premières vidéos parce qu'on en parle bien en profondeur. Et donc, dans les 3 premières vidéos, vous savez, sur le premier rendez-vous, on voit 3 énéatypes. Sur le deuxième, on en voit 3 autres. Et sur le troisième, on en voit 3 autres qui sont vraiment en lien avec ces mondes intérieurs, extérieurs et intérieurs et extérieurs. Donc voilà pour cette lecture de la personnalité qui a tendance à être dans cette énergie alpha. Et voici l'autre tendance pour les individus qui ont tendance à être dans cette énergie mu. Ou, enfin voilà, vous voyez le U, c'est mu. Et c'est vraiment composé de la même manière. Juste, eh bien, on reconnaîtra qu'ici, pour l'archétype 9, il y a l'émotionnel, le mental et l'instinctif. Alors que je vous passe celui du haut. Ici, on a le mental, l'émotionnel et l'instinctif, mais avec un autre ordre par rapport à IE. Non, même pas. Oui, parce que c'est un archétype spécifique. Mais par contre, on le voit sur le 1, le 2, le 4, le 5, le 7, le 8. Je vous laisse regarder en détail, en tout cas, pour vous, parce que c'est important que vous puissiez avoir des sources de compréhension depuis d'autres points de vue que celui dont vous avez l'habitude de voir. Voilà pour cette lecture-là. Donc, on continue.
Et n'hésitez pas évidemment à me poser des questions en individuel et j'y répondrai évidemment avec joie. Encore voilà, une autre façon d'observer cette étoile à 9 branches avec une intégration et désintégration externe et avec les flèches qui sont proposées à l'intérieur de cette roue. Et ça, c'est la flèche qu'on a vue tout à l'heure juste au-dessus. Et celle avec le mu, avec les sens des flèches dans l'autre sens. Donc, vous voyez bien en quoi cette roue, cette étoile à 9 branches, n'est pas si simple. Parce qu'effectivement, il y a différents sens de lecture selon les points de vue de chacun. Donc ici, pour juste présenter, je vous l'ai déjà dit, mais encore une fois, je vous dis souvent, je me répète pour que ça s'intègre bien pour vous. On va parler donc du triangle et des co-répressions. Donc, l'énéagramme du triangle, on l'a déjà dit, 3, 6, 9 est vraiment très particulier. Ils sont tendus entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est parfois difficile de retrouver son centre préféré, surtout pour ces archétypes-là. Et donc, il est possible. Nous pouvons donc réprimer 2 centres, ce qu'on appelle co-répression. En revanche, la manière avec laquelle s'exerce la répression, elle peut être très différente. Un fonctionnement normal, c'est quoi? Eh bien, c'est que le premier centre préféré joue son rôle à l'intérieur et à l'extérieur. Le deuxième centre est en support. Le troisième centre est réprimé. Ça, c'est un mode classique. Et il y a un stress de compulsion, selon le point de vue de l'énéatype. Toujours, vous savez. Donc, le centre préféré peut être occasionnellement réprimé. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, un enfant qui réagit comme ça, eh ben, il va avoir une soupape. C'est-à-dire que quand je fais ça, ça fonctionne. Alors, je continue à fonctionner comme ça. Mais que des fois, ça ne marche pas. Donc, il se prend une soupape et il se dit, alors, il faut que je trouve une solution. Alors, si ça ne marche pas, je vais réagir comme ça. Et là, il va voir que ça marche. Et il va dire, OK, donc je sais, chacun d'entre nous intègre dans son esprit, si ça ne marche pas, ça peut marcher. Et en général, voilà, il trouve le meilleur outil pour que ça fonctionne. OK? Parce que vous vous rappelez de quoi on a envie, de quoi on a besoin. On a besoin d'être, en amour, d'être reconnu, d'être vu, d'être aimé, d'être entendu. Et donc, voilà, c'est vital. Vous vous souvenez, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à faire autrement. Je réagis toujours comme ça. Et parce que ça a toujours marché avant. Et quand ça commence à plus marcher, c'est parce que vous êtes un peu plus à l'écoute. Et vous êtes un peu plus, vous avez un peu plus les yeux ouverts, j'ai envie de dire. Et donc, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de changer ces modes réactionnels. Et donc, bravo d'être là. Donc, parce que effectivement, ça crée un stress de compulsion. Et donc, le centre de support, qui va être le deuxième centre préféré, reste stable en cas de stress. OK, parce que vous savez qu'il y a une soupape. Et d'où parfois la confusion entre le premier ou le deuxième centre. Et ou parfois les confusions entre je ne sais pas encore si je suis tel archétype ou tel archétype. Parce que soit il y a des similitudes et vous ne voyez pas, ce qui est possible aussi, parce que quand on porte des lunettes tout le temps, ça change la vue et on ne se rend plus compte en fait. Donc, ce n'est pas grave, c'est normal. Et puis, revenir sur la co-répression a pour conséquence de rendre l'identification des types en triangle, donc qui est plus difficile pour eux et pour les autres. Donc, quand on parle du triangle, il y a effectivement celui qui est très visible, le 9, le 3, le 6, mais il y a effectivement le 7, le 1 et le 4 qui sont inscrits dans ce même triangle, et le 8, le 2 et le 5. Donc attention, pour les énéatypes du triangle, le centre le plus visible est selon les moments le centre préféré ou le centre de support.
Donc, on retrouve un peu plus de lecture sur cette fiche et toujours des petites conclusions avec, eh bien évidemment, voilà, en entreprise, comment ça peut se passer? Ah, eh bien, on va pouvoir rencontrer, donc là, je vais vous lire l'étoile 9 branches un peu de manière différente. Donc, l'archétype 1, le perfectionniste, en entreprise, il aura tendance à être enseignant et à donner des sermons. Ça, vous allez pouvoir faire des clins d'œil dans la vie de tous les jours et dans votre quotidien. L'archétype 2. L'archétype 2, eh bien, dans le milieu professionnel, il aura tendance à être quelqu'un d'aidant, hein, et de donner son avis tout le temps. Ah, moi, je pense que, alors, moi, je ne ferai pas comme ça, etc., etc., mais pour aider. Hein. Vous le connaissez bien, c'est l'altruiste. L'archétype 3, il va plutôt avoir une tendance dans la propagande. Le 4, dans le drame. Le 5, eh bien, traité sérieux. Hein. Vraiment un type à parlementer. Vraiment, il a tendance à prendre les choses très sérieusement, l'archétype 5. Il n'a pas de temps, vous le savez, il n'a pas de temps pour trop rigoler, l'archétype 5, hein, parce que tout est très sérieux. Parce que si à sa croyance, s'il ouvre trop, c'est-à-dire si il ne prenait pas les choses de manière sérieuse dans dans ce fait de parler, de parlementer, ça veut dire que les idées peuvent aller dans tous les sens. Et ça, l'archétype 5, il n'aime pas du tout, parce que pour lui, c'est une perte de temps, et deux, c'est entrer dans son espace personnel. Et vous savez que pour lui, c'est pas OK ça. Donc, effectivement, un traité, c'est sérieux. Et c'est pour ça qu'il a tendance à se désintégrer avec l'énergie de l'archétype 7, parce que l'archétype 7, il est intrusif. Il est intrusif, il a tendance à être intrusif, et en plus, il a plein d'idées farfelues qui sortent de sa boîte à idées. Donc, l'archétype 5 et l'archétype 7 peuvent avoir tendance à pas trop s'entendre. Ce qui est intéressant, c'est une parenthèse, parce que ça me vient, je me permets de vous le partager, et je vous l'ai déjà partagé par avant. Souvent, on a des couples qui se créent autour de ça. C'est-à-dire soit un couple, une fille, un garçon qui vont être archétype 7, archétype 5, et donc ils sont en couple parce ils ont ce travail à faire ensemble. Soit ça peut être un couple maman et enfant, ou papa et enfant, ou frère et sœur. Vous imaginez que dans chaque cas de figure, ça crée des choses complètement différentes. Mais prenez un frère et une sœur, archétype 5 et archétype 7, il y en a un, en plus, souvent, on voit ça dans les fratries, on ne sait pas pourquoi. Hein. Les parents, c'est les mêmes, mais les enfants, ils ne se ressemblent pas du tout. Eh bien, on va avoir un archétype 7 qui va être, il va en mettre partout, et un archétype 5 qui va tout bien ranger, parce que lui, son espace est sérieux et sacré, et que l'archétype 7 il peut avoir tendance à s'éparpiller. Donc voilà, tout ça, encore une fois, c'est des couples qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours, évidemment. Donc je reprends avec l'archétype 6. L'archétype 6, dans le travail, il va marquer des limites parce que c'est important pour lui. Je vous rappelle, hein, tout est toujours très important pour chaque archétype. Le 7, eh bien, ça va être celui qui va raconter plein d'histoires. Hein. Il va beaucoup parler, par exemple. L'archétype 8, c'est les impératifs. Hein. Go, go, go. Ce soir à 16 h, il faut qu'on envoie en presse-papier pour l'impression du journal qui va sortir demain matin. Donc, en fait, il part à l'impression cette nuit. Là, impératif. Donc, il va avoir tendance aussi à trouver un job qui convient, hein, à son besoin, qui répond à son besoin. Et ça, encore une fois, c'est pour tout le monde. L'archétype 9, saga, mythe et légende. Voilà l'univers qui peut aussi constituer son monde à lui. Plus de détails, l'énéatype 1, donc sérieux et travailleur, il est exactement d'actualité dans nos sociétés, puisqu'il faut, tu dois. Il peut avoir donc une aile en 9 ou en 2. Et donc, type de désintégration, il peut être intégré, désintégré avec l'énergie du 4 ou du 7. Vous voyez, le 1, les ailes de chaque côté, et
intégration, désintégration, ce sont les lignes qui vont en face. OK ? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on verra après les passerelles qu'il y a pour la circulation des énergies et du positionnement personnel. L'énéagramme 2, enfin l'énéatype 2, eh bien, disponible et aidant, il est facilement accepté tel qu'il est en équipe, avec une aile en 3 ou une aile en 1. Le masque du 3 est apprécié en général, puisque vous savez, c'est le battant. Et le type de désintégration et d'intégration, c'est en 8 ou en 4. OK ? Pour le 2, le 4 ou le 8, sachant que s'il a un masque en 8, il sera respecté. En entreprise, évidemment. Ça, c'est encore une fois, comme on le voit, un individu va porter un archétype, mais en fait, une entreprise va porter un autre archétype. Votre ville, votre village porte un archétype. La France porte un archétype. Enfin voilà, ça va créer des relations entre les sociétés, entre les cultures. La culture française va... Alors, il y a quelques années, on disait que la culture française était en lien avec l'archétype 7. Par exemple, on reconnaît que l'archétype 8, c'est plutôt la Russie. On reconnaît que voilà, chaque archétype incarne une culture, une nationalité de manière particulière. Pourquoi on disait que aujourd'hui, bon, il faudrait réétudier tout ça, mais on a dit pendant longtemps que l'archétype 7 était l'archétype de la France parce qu'on disait souvent que le français était bon vivant avec son béret, sa casquette, sa bouteille de vin, etc. C'est son bout de fromage et tout ça. C'est l'image, en tout cas, qu'on a cherché à renvoyer de la France pendant longtemps. Chose qui a évidemment évolué. Et donc, voilà, chaque pays peut aussi incarner des énergies différentes. Donc, vous voyez à quel point tout ça, ça vient générer plein de choses. Et c'est pour ça que je vous parlais de constellation familiale systémique et de transgénérationnelle, de transpersonnelle et de transuniverselle. Je reviens avec les archétypes types. Donc, le 3, le battant est compétitif. Il est désiré actuellement en entreprise tel qu'il est et sans sa passion du mensonge. Donc, il a une aile en 2, une aile en 4 et le type de désintégration et d'intégration serait le 9 ou le 6. L'énéatype 4, sensible et état d'âme. Il utilise fréquemment son masque 3 ou 5. Il a une aile en 3 ou en 5 et son type de désintégration et d'intégration, c'est le 1 ou le 2. Vous voyez, parce que les petites flèches sont dans ce sens. L'énéatype 5, mental et indépendant, il est à l'aise dans des fonctions de centre mental. Il a une aile en 4 ou en 6 et il a un type de désintégration 7 ou 8. Voilà, on les voit là. Mais avec la lecture Orenda, on va aller chercher aussi l'énergie du 1. Donc, pour l'Orenda, on a un lien aussi avec le 1. Tout comme ici, on l'aura. Alors, on a le 7 avec le 3. Et enfin, bref, il y a plein de lectures possibles. Donc, ça, on le verra vraiment en rendez-vous individuel parce que je ne peux pas faire une explication globale de ces 1000 possibilités. Donc, je reviens à l'énéatype 6, loyal et dévoué, fonctionne le plus souvent tel qu'il est, avec une aile en 5 ou en 7, avec une désintégration en 3 ou en 9. Vous vous souvenez, hein? L'énéatype 7, joueur et efficace. Il est efficace tant que son travail est considéré comme un stimulant et un excitant mental. Vous vous souvenez, c'est un archétype qui s'ennuie. Donc, en fait, tant qu'il est stimulé et tant que ça l'amuse, l'archétype 7 va être efficace au travail. Mais dès le moment où il va s'ennuyer, c'est terminé, il n'obtiendra plus rien de lui-même. Et donc, l'autre, dans l'entreprise, n'obtiendra plus rien. Donc, il a une aile en 6 et une aile en 8.
Et son type d'intégration et de désintégration est le 1 ou le 5. L'archétype 8, c'est le chef et le contrôlant. Il utilise totalement sa personnalité. Ses ailes et son masque ne lui sont pas particulièrement avantageux dans le domaine de l'entreprise parce que à son énergie 8 à lui, il se suffit lui-même dans l'entreprise à être chef. Et il a une aile quand même en 7 et en 9. Et donc, son type de désintégration et d'intégration, c'est le 2 ou le 5. Et pour chaque archétype, comme pour celui-là en particulier, aller chercher l'énergie des autres va le nourrir, évidemment. L'énéatype 9, le médiateur, est à l'écoute. Il est souvent apprécié pour son sens du compromis et sa qualité d'écoute, car il est calme, il n'est pas à l'aise en compétition. Vous vous souvenez, c'est un archétype qui ne souhaite pas être en compétition ni en conflit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en entreprise, on l'apprécie parce qu'il est dans cet état de médiation. Et donc, il a une aile en 1 et ou une aile en 8, enfin non, 1 et 8, pardon, ou 8. Et donc, le type de désintégration et d'intégration, ça va être le 3 ou le 6. On l'a déjà vu. Donc, voilà pour des petits détails en entreprise. Donc, l'énéagramme, c'est l'essence du soi, qui ressent plutôt l'amour et la compassion, le choix de la bonne technique de communication. Donc, ça, c'est ce qui va nous aider, chacun d'entre nous, chaque archétype, à pouvoir se libérer de nos croyances limitantes. Donc, on va reprendre avec l'archétype 1, le perfectionniste, comme on l'appelle. Il va être en paix avec lui-même et avec les autres s'il arrive à trouver cette énergie de douceur et d'écoute. Une fois qu'il sera dans ces énergies-là, il va vraiment pouvoir trouver une forme d'apaisement. L'archétype 2 est très fervent admirateur de la pratique du Reiki. Donc la Reiki, je vous rappelle, c'est une pratique qui vous permet de vous concentrer, de générer une espèce de méditation et de canalisation par des concentrations où vous allez pouvoir poser vos mains sur le dessus de la tête, sur chaque chakra. Troisième œil, et descendre énergétiquement la bouche, la parole, la gorge. Vous pouvez descendre sur tout votre corps. Et voilà, vous pouvez tout sentir et faire ce qu'on appelle des scans, voilà, pour vraiment sentir votre corps. Ça va lui faire beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit, le 2, il est trop vers l'autre et pas assez vers lui-même. Donc, justement, le Reiki, ça va le ramener à lui-même, le ramener à ses propres limites personnelles et énergétiques. Donc, c'est ce qu'on recommande donc, aux archétypes 2. Les énéatypes 3, on propose un travail avec la PNL. Ça peut être très, très bon pour lui. L'archétype 4, le cri primal ou le rebirth. Alors, encore une fois, pour chacun, ça va être très personnel. Donc, on en parle ensemble. Mais par exemple, l'archétype 4, c'est bien s'il se fait accompagner autour d'un travail de respiration. Ça va l'amener à un travail rythmique. Et le travail rythmique va lui permettre de ressentir son cœur et toutes ses émotions. Et encore une fois, comme lui, il ne sait pas où est son identité, il est perdu dans tout ce qu'il ressent, ça va vraiment lui permettre de dissocier toutes ces parties, toutes ces sensations pour pouvoir identifier concrètement qu'est-ce qui est lui, qu'est-ce qui n'est pas lui. Et voilà, pouvoir retrouver tout ça. Et par la respiration ou la pratique d'un instrument avant, ça va vraiment pouvoir l'accompagner. L'archétype 5, donc l'analyse transactionnelle. Donc l'analyse transactionnelle, voilà, on en reparlera pour chaque
particularité, chaque individu, parce que c'est pas si simple. L'archétype 6, la douceur et l'écoute. Parce que l'archétype 6, il a une tendance à partir dans des grandes émotions, à se stresser facilement. Parce qu'en fait, vous savez c'est celui qui arrive à se créer plein de scénarios catastrophes tout le temps. Donc, pour s'amener de la douceur et de l'écoute, ce que je peux proposer là, c'est d'écrire par exemple des mantras, d'écrire des petites phrases pour se booster, pour se redonner confiance à lui-même et les mettre en post-it. Post-it sur le frigo, sur le miroir dans la salle de bain, si on se brosse les dents devant le miroir, en voiture, mettre voilà, des petites choses comme ça, des petits gris-gris, ça peut lui faire du bien à l'archétype 6 pour qu'il puisse se sentir protégé. Et parenthèse, pour qu'il n'ait pas besoin, par exemple, d'aller chercher l'énergie de l'archétype 8, qui est un protecteur. Okay, donc, pour vraiment se recentrer vers lui-même et donc s'apporter à lui-même douceur et écoute. C'est très important qu'il ralentisse et à la limite, je dirais même comme l'archétype 4 et comme tous les archétypes, qui prennent le temps vraiment de faire des exercices de respiration. Ça peut être très, très bien. L'archétype 7, on lui conseille l'hypnose ericksonienne et j'ai mis un détail en bas, c'est quand un patient est acteur de sa guérison. Parce que vous vous rappelez, je vous l'ai dit juste sur la diapo juste avant, l'archétype 7, il a une tendance à pouvoir avoir la capacité de s'ennuyer rapidement. Et donc, si ce n'est pas lui qui est acteur de sa propre guérison, ça ne va pas du tout l'intéresser. Donc, ça peut être intéressant voilà, pour lui de travailler cette forme d'hypnose ou travailler vraiment les voyages par la pensée, l'imaginaire, ou encore aussi les voyages qu'on appelle aujourd'hui chamaniques, ou ces vision quest. Voilà, c'est les vision quest que l'on retrouve dans la médecine amérindienne. Voilà, ces travails de vision qui vont permettre voilà, à cet archétype de trouver la paix. L'aîné à type 8, donc la thérapie provocatrice. Alors là, je pense au clown thérapie, par exemple, ce qui peut marcher avec d'autres archétypes également, évidemment. Mais voilà, pour l'archétype 8, ça peut être bien de pouvoir avoir un espace où il peut s'exprimer et exprimer aussi tous ses panels d'émotions. Parce que lui, à la différence de l'archétype 4, il ne va pas du tout s'y identifier. L'archétype 8, c'est il efface tout pour montrer que sa force. Je vous rappelle, il n'accueille pas sa faiblesse. Et peut-être que si cet archétype qui va aller rencontrer l'énergie du théâtre et va pouvoir exprimer sa colère, et s'il est bien accompagné et qu'on lui dit « mais vas-y, sors là ta colère, mais encore plus fort !» Et à l'inverse, on va l'amener à lui dire « allez, maintenant que tu as tout sorti cette colère, je vais t'inviter à aller rencontrer la douceur et la faiblesse. Et voilà, comment tu te sens dans ces états-là, et puis exprime-le. » Et ça pourra permettre vraiment à l'archétype 8 de se libérer, encore une fois. L'archétype 9, eh bien lui, l'approche centrée sur la personne, ça peut lui faire beaucoup, beaucoup de bien parce que, je vous le rappelle, l'archétype 9, il ne sait pas sa limite. Il a du mal, il adore être en fusion avec le monde. Et du coup, ça peut parfois, on le voit souvent chez les enfants, il ne sait pas la limite de son corps. Et donc, être en fusion avec le monde extérieur, ouais, mais il est où son monde intérieur? Et comme vous savez aussi, il adore être dans l'énergie du rêve et à l'intérieur de lui-même. Voilà, s'il ne sait pas faire la dissociation entre les deux, ça peut parfois, en tout cas pour tout archétype, mais là je pense aux enfants en particulier, compliqué. Donc si vous décelez, ça c'est une bonne parenthèse, si vous décelez chez les enfants, chez vos enfants, ce type de réaction compulsive, eh bien déjà aujourd'hui vous avez des clés pour mieux accompagner chaque enfant vers sa propre lumière et vers sa libération et son apaisement. Voilà pour les petites clés.
Voici un tableau pour exprimer les contre-passions. Les passions, on en a parlé aussi dans les derniers ateliers. Et donc, les contre-passions, c'est ce qui va nous permettre de retrouver l'équilibre. Parce que, vous savez, dans les passions, pour prendre l'énergie du cœur, quand on aime passionnément, eh bien, en fait, c'est pas bon. Et donc, c'est un mauvais mot que de dire quelles sont tes passions dans la vie. Hein. C'est une transformation des mots qui n'est pas toujours très juste, parce que la passion, ça vient consumer. Parce que la passion, ça vient brûler à l'intérieur. Qu'on le voit dans la médecine Orenda et dans la médecine taoïste, en tout cas avec l'énergie du cœur, qui est la joie, qui est en lien avec la joie et avec le feu, c'est ni trop ni trop peu. L'idée ici, c'est de trouver la juste mesure de notre feu intérieur et de ne pas entrer en passion. Donc, quand vous sentez vos réactions compulsives aller vers cette passion, eh bien, les contre-passions vont vous aider à retrouver le juste équilibre, le juste milieu pour pouvoir ni être trop d'un côté, ni être trop de l'autre. Alors, à un moment, ça peut balancer parce que quand on est en cheminement, on cherche le juste aiguillage qui est bien équilibré, bien aligné avec votre corps, votre cœur et votre esprit. C'est normal. Juste, voici les propositions qui vous sont faites pour chaque archétype. Donc, l'archétype numéro 1, eh bien, j'ai envie de tutoyer, là, j'ai envie de dire, on va te proposer le renoncement. Arrête de perfectionner. Arrête de vouloir être parfait, ça n'existe pas. Apprends à renoncer. Ok, voilà, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, et c'est parfait comme cela. L'altruiste, l'effacement. Alors l'altruiste, voilà. Je te propose de ne pas entrer dans ton orgueil de vouloir aider. Non. Relâche, respire et recule-toi. Laisse un peu de place aux autres. Sinon, tu vas te retrouver à tout porter. Et à un moment donné, ça va soit te fatiguer et donc souvent, physiquement, moralement, après, on n'en peut plus. Donc, apprends l'effacement pour laisser la place. Et puis, si tu as vraiment cette phrase, c'est plus forte que toi, qui te vient et que tu as envie de dire, mets un pull, j'ai froid, eh bien, toi, mets un pull. Et laisse les autres s'ils ne veulent pas mettre de pull. L'effacement. Énéatype 3, eh bien, tu es un battant. Eh bien, je t'invite à être dans la retenue. Si tu as envie de parler, eh bien non, je t'invite à observer cette envie, observer cette réaction compulsive et te retenir. Voilà. Au lieu de dire, aujourd'hui, j'ai fait ça, 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 je t'invite à juste être. Juste être dans la retenue. Et tu vas voir, ça va ouvrir des portes merveilleuses. L'archétype 4, autosuffisance. Ben voilà, je crois que tout est dit dans l'autosuffisance. Il n'y a pas besoin de chercher à être différent, de chercher à être vu plus que les autres, de chercher à en faire plus que les autres. Non, il y a juste besoin d'être, tout simplement. Et donc à t'auto-suffire de voilà, ce qui est, ce que tu es. Pas besoin d'en faire trop. Et on respire avec ça. L'archétype 7, la prodigalité, la profusion et l'abondance. L'archétype 5, donc voilà, au lieu de te dire, non, moi j'ai pas envie de parler, je t'invite à parler. Non, moi j'ai pas envie de dire. Je t'invite à dire, même si c'est difficile. C'est difficile pour tous les archétypes de toute façon de sortir de sa zone de confort. Je t'invite, par exemple, si tu es enseignant, professeur,
Ben, je sais que tu as tendance à garder un peu pour toi. Je t'invite à en donner plus. Ok. Et si tu es en couple, si tu es en amour avec quelqu'un, ben, encore une fois, je t'invite à oser. Je t'invite à te donner plus. Voilà. L'abondance. Parce qu'en fait, je pense à ça. L'abondance, en fait, c'est comme tout dans la vie en général. Tout ce qu'on va envoyer, ça va nous revenir en boomerang à un moment ou un autre. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu as envie d'envoyer ou qu'est-ce que tu as envie de recevoir? OK? Et tout ça, ça circule. Et donc, à un moment ou un autre, n'aie pas peur. Archétype 5, si tu es dans l'abondance, enfin, si tu donnes, tu donnes, tu donnes, ben, à un moment, tu auras des cadeaux. Et les cadeaux, ils vont revenir. Tout est mouvement dans la vie, tout est circulaire, tout voilà, bouge. Et vraiment, je vous invite à avancer sur ces chemins parce que je le vois, moi, en tant que thérapeute psychocorporelle, je le vois avec chacun que j'accompagne, ça marche. Et c'est ça le cadeau. Et je vous rappelle, le cadeau, le présent. Le présent, c'est ici et maintenant. Petit pas, petit pas. On y va en douceur. On parle de douceur, c'est très bien pour l'archétype 6, justement. L'archétype 6, on va lui apprendre la témérité. OK? Et donc, l'archétype 6, il va falloir oser. Oser y aller par toi-même. Oser franchir des caps. Et oser les franchir avec mesure. OK? C'est pas genre, bon, allez, j'ai peur du vide. Allez, je saute dans le vide. Non, avant de sauter dans le vide, tu vas t'attacher, tu vas mettre je sais pas moi, un parachute. OK? Donc voilà, témérité pour toi. Archétype 7. C'est intéressant, hein, tous les mots qu'on utilise, parce que l'archétype 7 en lien avec le 1, donc c'est bien si tu prends le il faut travailler l'austérité. C'est-à-dire que, je sais pas, au lieu, voilà, je reprends cette image du bistrot où l'archétype 7 arrive, ouvre la porte, ah ah ah, bonjour tout le monde, boit beaucoup, mange beaucoup, fait beaucoup de bruit. Bah, archétype 7, respire et relâche, fais-en un petit peu moins. Tu n'es pas obligé d'en faire un pataquès. Tu n'es pas obligé de parler fort, tu n'es pas obligé de tout ça. Donc l'austérité, par exemple, par rapport à la gourmandise, va t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà pour toi. L'archétype 8, la circonception est englobée. Voilà. C'est assez clair pour moi. Donc, si tu te sens dans cette énergie-là et que tu as besoin de développer un peu plus, on pourra. En tout cas, un petit exercice qui peut être bien, respire, prends le calme et en douceur, tu peux aussi prendre les gens dans tes bras, par exemple, ce qui peut être dur pour un archétype 8. Donc, contre-passion, hein, je vous rappelle. Et l'archétype 9, donc, qui a une tendance à adorer coucouner, rester au lit, dans son espace à lui, bien au chaud, voilà. Je vais vous inviter, enfin, je t'invite, archétype 9, à être un peu plus hyperactif. Peut-être, tu vois, à te lever tôt le matin et puis à trouver une activité qui te plaît. Euh, Ça peut être une activité en douceur, parce que si tu es archétype 9, tu auras tendance à préférer la lenteur et la douceur. Je t'invite à mettre ton réveil à 5 heures, tu te lèves et tu fais une méditation. Alors, il ne faut pas se rendormir sur la méditation. Donc, si tu as tendance à t'endormir, fais du yoga, fais du mouvement en douceur au sol. Et puis après, tu peux passer au Qigong, comme ça, de la posture allongée. Tu peux te mettre debout, sachant qu'au yoga aussi, évidemment, il y a des postures debout. Mais voilà, je t'invite à te mettre en activité par ce genre d'exercice en douceur. Et puis, en tout cas, tu as les compétences pour, donc vas-y, vas-y. Et à chacun, faites-vous confiance. Et puis, petit pas, vous allez voir qu'au fur et à mesure, l'idée, c'est de reprendre des nouvelles habitudes pour votre nouvelle vision, votre nouveau chemin.
Et voilà, vous allez y arriver. Et parfois, il y aura peut-être des downs, peut-être des flops, ou peut-être... C'est normal. Je vous rappelle, il y a les cycles lunaires, il y a les cycles solaires, donc la lune femme, soleil homme. Il y a tous ces cycles qui circulent dans le quotidien. Et donc, forcément, ça vient interagir avec nous. Et dans ces énergies de lune et soleil, il y a aussi les saisons. Et dans les saisons, il y a des saisons qui sont en lien avec des organes de notre corps. Et les organes dans notre corps vont aussi interagir avec nos émotions, évidemment. Donc voilà, un peu de douceur pour chacun d'entre nous. Donc, un dernier voyage autour de chaque archétype et puis après, on pourra en parler en rendez-vous individuel. Je vais reprendre chaque archétype pour qu'on puisse voyager dans les fonctionnements involutifs, la proposition de fonctionnement évolutif et les points d'excellence pour chaque archétype. Donc voilà, comment s'articule votre fonctionnement involutif et évolutif? Énéatype 1, le fonctionnement involutif. Il y a le désir existentiel d'avoir raison, n'est-ce pas? Car il a peur d'être jugé. Cette peur anime un besoin viscéral d'être parfait, ce qui entraîne la colère comme expression de son âme. Le fonctionnement évolutif, eh bien, il se met en lien avec la sérénité. Il accepte que le blanc et le noir coexistent conjointement, comme le yin et le yang. Il peut donc affronter sa peur d'être jugé. Il pourra transmettre au monde que tout est déjà parfait. Son point d'excellence, il pousse les autres à une exigence, à mettre la barre haute, car il constitue un modèle, un tuteur, un référent motivant. Donc ça, c'est un petit peu des merci, des points d'excellence. Merci à toi d'être un archétype 1 et merci de cheminer pour justement aller vers ton fonctionnement évolutif. Archétype 2, il a le désir existentiel d'être aimé et reconnu, car il a peur de ne pas être alimenté par l'amour. Donc cette peur anime un besoin viscéral de se rendre indispensable, ce qui entraîne l'orgueil au niveau de son expression d'âme dans son royaume émotionnel. Il se met en lien avec, si dans son chemin évolutif, il se met en lien avec l'humilité et n'attend rien en retour, il peut donc affronter sa peur de ne pas être alimenté, de ne pas recevoir en retour. Il pourra apporter au moins au monde de se libérer d'être soi. Parce qu'en fait, là, ici, quand je lis « il a peur d'affronter sa peur de ne pas être aimé », ça me fait penser au cadeau. L'archétype 2 peut être une personnalité à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Mais quand on lui offre un cadeau, en fait, il amoindrit cette action. Il dit « Ah, merci !» et il le pose à côté. Comme si ce n'était pas important. Comme s'il n'arrivait pas à recevoir. Donc, c'est important qu'il apprenne à recevoir les cadeaux des autres pour ainsi apporter la liberté d'être soi. Parce qu'au fond, l'archétype 2, c'est ça qu'il souhaite, la liberté d'être. Donc, son point d'excellence, il pousse les autres à se libérer des blessures émotionnelles enfouies, à mettre le doigt là où ils n'ont pas pu être vrais et libres. C'est paradoxal, hein? Donc, beau voyage aux archétypes 2. L'archétype 3 fonctionne involutif. Il a le désir existentiel d'être accepté et valorisé, car il a peur d'être rejeté. Cette peur anime un besoin viscéral d'avoir du succès, ce qui entraîne le mensonge et le camouflage au niveau de son expression d'âme. L'évolution,
Il se met en lien avec la sincérité émotionnelle et il exprime ce qu'il ressent vraiment. Il peut donc affronter sa peur d'être rejeté. Il pourra transmettre au monde l'espoir que le jeu n'est pas seul. L'excellence, il veut que les gens soient en lien et dans leur versant positif. Il n'aime pas que l'on critique car cela coupe le lien. L'archétype 4, l'involution, il a le désir existentiel de se comprendre, car il a peur d'être non conforme et inadéquat. Cette peur anime un besoin viscéral d'être original, d'être spécial, ce qui entraîne l'envie et la jalousie au niveau de son expression d'âme. L'évolution. Il se met en lien avec l'équilibre, avec l'équanimité et la banalité. Il peut donc affronter sa peur d'être inadéquat. Il pourra apporter au monde le sens de l'origine. Dieu est partout et en toutes choses. Son point d'excellence, il pousse les autres à trouver l'origine des problèmes et la source. Il a envie du one-shot, du tir au but. On y va. Ok? Le 5, l'involution. Il a le désir existentiel de comprendre le monde, car il a peur d'être vide. Cette peur anime un besoin viscéral de tout connaître, ce qui entraîne l'avarice, la rétention au niveau de l'expression de son âme. L'évolution, il se met en lien avec le détachement et il distribue, il donne. Il peut donc affronter sa peur d'être vide. Il pourra transmettre au monde l'omniscience. La connaissance est à l'intérieur du vide. Son point d'excellence, il pousse les autres à comprendre le monde, comment tout cela fonctionne. Ça va lui faire beaucoup de bien à cet archétype 5. L'archétype 6, l'involution, il a le désir existentiel de se sentir sûr de lui, car il a peur d'être trahi et abandonné. Cette peur anime un besoin viscéral de rechercher des certitudes, d'être en sécurité, ce qui entraîne la peur comme expression de son âme. Le fonctionnement évolutif, il se met en lien avec le courage. Il peut donc affronter ses peurs et il pourra apporter au monde la foi. Son excellence, il veut féconder par la parole et que cela rassure les individus. Il leur donne confiance. L'archétype 7, fonctionnement involutif, il a le désir existentiel d'être heureux et satisfait à tous les niveaux, car il a peur d'être en manque et en pénurie. Cette peur anime un besoin viscéral d'éviter toute douleur, toute contrainte, ce qui entraîne la gourmandise au niveau de son expression d'âme. Son évolution, il se met en lien avec la sobriété. Il peut donc affronter sa peur d'être en manque. Il pourra transmettre au monde l'idée du travail sur soi et le mûrissement. Son point d'excellence, il veut libérer les individus de leurs limitations mentales, de leurs croyances. L'archétype 8, l'involution. Il a le désir existentiel de se fier qu'à lui-même. Il a peur d'être faible. Cette peur anime un besoin viscéral de s'affirmer en étant contre, en opposition, ce qui entraîne la luxure et les excès au niveau de son expression d'âme. L'évolution, il se met en lien avec l'innocence, laisse tomber ses idées arrêtées. Il peut donc affronter sa peur d'être faible et soumis. Il pourra transmettre au monde la vérité et les lois. L'excellence, il pousse les autres à avoir de la volonté, du dynamisme, à voir clairement la vérité des phases d'ombre et des phases de lumière.
L'archétype 9, fonctionnement involutif. Il a le désir existentiel d'être en harmonie et en union, car il a peur d'être séparé. Cette peur anime un besoin viscéral d'éviter les conflits, les frictions et les ruptures, ce qui entraîne la paresse et la non-expression au niveau de son âme. L'évolution. Il se met en lien avec l'action essentielle, accepte de faire ce qui doit être fait. Il peut donc affronter sa peur d'être séparé. Il pourra transmettre au monde l'amour en tant que lien universel. Son point d'excellence, il montre aux autres comment s'aimer et être en paix et en harmonie avec leurs expériences. Donc un beau voyage à tous ces énéatypes vers ces chemins d'observation, d'involution, de cheminement et d'expérimentation vers l'évolution et donc d'ouverture vers les points d'excellence. Encore un petit rappel. Dans quelle croyance vous retrouvez-vous le plus? Si vous n'avez pas encore trouvé quel est votre archétype, voici encore une autre façon de l'observer et de l'approfondir. Alors, on va commencer avec l'archétype 8, hein. Vous savez, royaume instinctif, royaume émotionnel et on finira avec le royaume mental. Alors, on y va. Le 8, donc on va parler de l'archétype, le mensonge existentiel et le type énéatype. Le type, tout simplement. Donc, le 8, il faut être fort, cherche à tout contrôler, veut maîtriser sa vie, la vie. Ok? Le chef. Je vais lire à l'envers, ça sera mieux. Le médiateur, le 9. Il faut être bien, il faut être zen. Il cherche le confort et veut être en harmonie. Le perfectionniste, l'archétype 1. Il faut être parfait. Cherche à s'améliorer. Veut être irréprochable. L'archétype 2, l'altruiste. Il faut être au service. Cherche à être aimé. Veut être apprécié. L'archétype 3, le battant. Il faut paraître. Cherche le succès, la réussite. Veut être remarqué. L'archétype 4, tragico-romantique. Il faut être spécial. Cherche toute position originale et veut surtout se comprendre. L'archétype 5, l'observateur. Il faut savoir, cherche la connaissance et veut comprendre le monde. L'archétype 6, le loyaliste. Il faut être loyal, cherche à se rassurer, veut la sécurité. L'archétype 7, l'épicurien. Il faut être joyeux et libre, cherche à éviter la douleur, veut s'amuser. Voilà. Peut-être là, tu peux remarquer par rapport à tout ce qu'on a évoqué ensemble, quel est le point de départ de tes croyances limitantes et puis voilà, vers où tes tendances s'articulent et comment tu sens un espace où tu arrives à te libérer et un autre espace où ça te bloque, où ce n'est pas possible pour toi. Et donc déjà là, hop, tu vas pouvoir observer comment ton énergie, ton cœur, ton corps, ton esprit ont une tendance à réagir par envie, par besoin, par nécessité. À quel moment tu sais que si tu vas vers ça, ça ne va pas le faire. Et à quel moment tu sais, en fait, si je vais vers là, ça va aller mieux après. Et grâce à ça, ça va te permettre de voir clairement ce qui est bon pour toi et de où tout démarre, ce qui va permettre, encore une fois, de trouver cette identification qui a été faite tout petit et à t'en libérer. Et ça, c'est génial. Donc voilà pourquoi j'ai fait tout cet accompagnement et ce petit récapitulatif. Et on continue.
À quelle peur cherchez-vous à échapper? Comment pensez-vous pouvoir l'éviter? Donc, encore une fois, on revoit chaque archétype, la définition de la peur et la réaction automatique. Vous êtes prêts, on y va? Allez. Alors, le 8. La peur de se retrouver dépendant, fragile, faible, soumis. Il évite de perdre le contrôle. La réaction, le déni, dire non, même si c'est dangereux pour lui, même pas mal. Le 9, peur d'être séparé, d'être coupé. Évite de devoir affirmer ses choix et fuit les conflits. Il a une tendance réactionnelle d'anesthésie parce que être confortable en toutes circonstances et s'accommoder. Un peu, on disait, louvoyant. L'archétype 1, peur d'être jugé, peur d'être puni. Évite toute chose incorrecte en pensée, en parole et en action, depuis son point de vue. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc, sa réaction, formation réactionnelle, transforme les pulsions et la colère en comportement acceptable. Le 2, peur d'être coupé du lien affectif, de ne pas être aimé. Évite d'exprimer ses besoins. Réaction, répression, refoulement de ses besoins, ne veut pas être la première. Archétype 3, peur d'être rejeté, considéré comme sans valeur. Il évite l'échec et veut réussir pour être. L'identification, le caméléon, joue des rôles et croit exister ainsi. Le 4, peur d'être inadéquate. Il évite la banalité et il veut être original. La réaction, l'introjection, la sublimation artistique, et donc il fait un yo-yo existentiel entre l'honte et l'orgueil. L'archétype 5, peur d'être rabaissé. Évite toute situation de vide, de néant et d'ignorance. Sa réaction, l'isolement, la compartimentation, et il croit qu'il va pouvoir tout maîtriser par le mental. L'archétype 6, peur de l'abandon et de la trahison, il évite le doute et la désobéissance. Sa réaction, la projection, les scénarios, et croit que ce qui est dans sa tête est dans la tête des autres. L'archétype 7, peur du manque et de la pénurie, évite la souffrance et la douleur. La réaction, la sublimation, la rationalisation, et se met au-dessus des problèmes et les voit positivement et les explique positivement par le mental. Voici pour cette fiche qui peut encore une fois valider les questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que vous cherchez à éviter et quelles sont vos peurs? On respire. Voilà, c'est normal. C'est de l'expérience, c'est le cheminement. Et on continue pour vous remercier de votre attention et pour ce chemin, ce cheminement ensemble jusque ce prochain rendez-vous qui sera le 9e sur 9. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ton attention pour cet atelier numéro 8 pour l'Enea Orenda complet et subtil. Et comme à chaque fois, je vais t'inviter à reprendre un temps pour toi, respirer, tu peux même t'étirer, bailler. Ouh là là, si tu as besoin, voilà, digère tout ça, prends le temps. On n'est pas obligé de faire comme l'autruche et pouf, je dois travailler, je dois travailler. Non, là, on y va en douceur. Hein, on l'a compris pour tous les archétypes, c'est de mise, c'est bien, c'est nourrissant. Donc, si tu as déjà plein d'idées, plein de choses, écris, fais des trucs et on en parle en rendez-vous. Et en tout cas, à la clôture de cette vidéo, je t'invite vraiment à prendre le temps de te recentrer à toi et de faire 21 gratitudes.
Et si tu n'as pas le temps maintenant, eh ben, je t'invite à les faire ce soir avant de dormir parce que voilà, tu sais bien que il y a le chiffre 21 est important hein, dans le chemin de la vie, de nos cellules. Et donc voilà, 21, ça va te permettre de transformer plein de choses, transmuter le vivant en toi. Et en tout cas, eh bien, un grand, grand merci pour ta présence, ton écoute. Et on se retrouve tout bientôt et encore avec un dernier atelier.